Pourquoi la majorité des intellectuels afro ont-ils peur de dire la vérité, notamment autour de la question du racisme, aux populations afro? Pour le dire autrement, pourquoi la majorité des intellectuels afro sont-ils les intellectuels de la lâcheté, plutôt que d'être les intellectuels du courage, sur le terrain de la réflexion, sur le terrain de la vérité? Pourquoi? Moi, cette question, j'ai décidé qu'il était temps de la mettre sur la table, et libre à chacun de la regarder en face. À titre personnel, j'estime que c'est devenu un impératif, au vu des faits divers incessants qui ne cessent de polluer notre mental collectif et qui, à ce titre, nous empêchent de progresser. Étant donné que le temps que l'on passe à se plaindre, à s'émouvoir, à s'indigner, c'est le temps que l'on ne passe pas à cultiver l'excellence. Donc il est temps que l'on se pose ce type de questions. Pourquoi la majorité des intellectuels afro sont-ils des intellectuels de la lâcheté? Si vous voulez ma part de réponse, vous savez, vous êtes au bon endroit, installez-vous. Et avant de vous la livrer, je me dois quand même de vous accueillir comme il se doit. Hotep, shalom salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien qu'un Libanais en Côte d'Ivoire. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Cette question, elle est encore revenue dans ma conscience suite aux fameux faits divers qui secouent notamment la Côte d'Ivoire, en particulier Abidjan, et qui a connu une déflagration émotionnelle à l'échelle de la sphère afro-francophone. Cette affaire, vous la connaissez, c'est cette dame propriétaire de la fameuse, je crois que c'est un espèce de restaurant, le village d'Ibiza, et qui refuse son accès aux afros. Sur une terre africaine, elle refuse l'accès de son restaurant aux noirs, aux afros, sauf s'ils travaillent pour elle, sauf s'ils viennent balayer, s'ils viennent laver les assiettes, s'ils viennent se courber le dos devant elle et écouter ses ordres. Maintenant, moi, ce qui m'a ému, ce n'est pas c'est cette affaire, mais pas tant que ça, puisqu'on est un peu habitué. On a eu la même chose de manière moins violente sur le plan symbolique, puisque c'était en France et non en Côte d'Ivoire avec l'affaire Manco il y a quelques mois. Moi, ce qui m'a surtout ému, pour ne pas dire même chagriné, c'est les réactions. Les réactions des commentateurs. Pas des peuples, pas de la jeunesse, pas de celles et ceux qui commentent sur les réseaux, mais plutôt des commentateurs au premier rang desquels se trouvent les intellectuels. Improvisés ou autoproclamés ou parfois confirmés, peu importe. Celles et ceux qui estiment apporter de la lumière, puisque c'est ça le rôle de l'intellectuel, apporter de la lumière pour briser l'obscurité de l'incompréhension autour de tel ou tel sujet. Et ce qui m'a chagriné, c'est de voir à quel point, encore une fois, autour de cette question du racisme, les intellectuels afro, dans une grande majorité, refusent de dire la vérité au peuple. Moi, aujourd'hui, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais vous dire où se trouve la vérité du racisme 2.0 d'aujourd'hui. Qu'ils connaissent tous, que tous les intellectuels connaissent, mais qu'ils ne veulent pas dire en face caméra. La réalité est la suivante. Le racisme 2.0 d'aujourd'hui n'est pas comparable au racisme d'hier, n'est pas comparable au racisme qui a structuré l'esclavage, la colonisation. Non, le racisme d'aujourd'hui, à l'heure où Beyoncé et Jay-Z sont le couple quasiment le plus puissant du monde et sont reçus partout avec les tapis rouges au point de louer, d'avoir les clés du Louvre et de faire de l'ombre à la Joconde, à l'heure où Kanye West est suivi partout et lance des modes en veux-tu en voilà et écouté comme si c'était le nouveau pape, à l'heure où un Barack Obama avait soulevé la planète entière, eh bien, le racisme d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec simplement un rejet rattaché à la couleur de la peau. Il faut être un populiste, il faut être un menteur ou alors un aveugle pour oser affirmer cela. La réalité, la vérité est la suivante. Le racisme d'aujourd'hui 2.0 est essentiellement un racisme rattaché au comportement. Au comportement, c'est un racisme de comportement. Et ce racisme de comportement est très souvent lié à la classe sociale. On est pauvre, on a une éducation de pauvres qui manque d'exigence, donc on nous transmet peut-être les grandes valeurs, néanmoins on ne nous transmet pas les codes du savoir-vivre qui sont réclamés dans certains lieux, qui sont réclamés à un certain niveau. Résultat des courses, quand on est dans des endroits, on parle plus fort que d'autres, on s'emporte plus que d'autres, on ne respecte pas le mobilier comme d'autres. Quand on est dans des restaurants,
on fait du bruit, etc., etc. Les exemples ne manquent pas, on le sait. Mais pourquoi nos intellectuels aujourd'hui refusent de dire à nos populations ces vérités, alors même que c'est ce qui nous ferait le plus grand bien, tant il est vrai que ce type de vérité relève de l'autocritique. Et l'autocritique, c'est le moteur du progrès. Ce n'est pas un frein au progrès. Quand on ne se regarde pas dans une glace, on ne peut pas s'améliorer. Quand on se contente de toujours pointer du doigt autrui pour expliquer nos malheurs, et exclusivement autrui, on passe à côté de l'essentiel, dans la mesure où on a toujours une part de responsabilité. Et c'est sur notre responsabilité en prime que l'on peut vraiment agir sur le destin. On ne peut pas agir sur autrui, sauf si on a un pouvoir de contrainte, ce qui n'est pas notre cas. Ce qui n'est pas notre cas. Et là-dessus, c'est en grande partie aussi la rubrique du jour philosophique. Là-dessus, un enseignement issu d'un auteur philosophique de premier plan, à savoir Friedrich Nietzsche, nous serait d'une très grande aide. Cet ouvrage, Généalogie de la morale. À travers ce livre, il nous explique, comme personne d'autre, combien il existe deux morales. Non pas une, comme on a tendance à le croire, mais bien deux morales. Avec d'un côté la morale du fort et de l'autre côté la morale du faible. Et la morale du faible, c'est la morale de la victime, c'est la morale de l'indignation, c'est la morale du jugement, de l'indignation, de l'accusation, mais qui, dans les faits, n'est rien d'autre que la morale de l'impuissance et la morale de la dépendance. Et en l'occurrence, dans l'affaire du village d'Ibiza, c'est encore cette morale qui surgit. On taxe madame d'actes racistes, mais on n'a pas vu un oligarque local, ivoirien ou africain, venir se positionner face Camara et dire « Ok, on ne veut pas nous dans tel restaurant, peu importe, c'est pas grave. Nous aussi, on va faire un restaurant, ou alors on va ouvrir un restaurant aussi prestigieux, où on sera entre nous. » On ne l'a pas vu, ça. On ne l'a pas vu. On a simplement entendu des larmes et des cris. À la différence, par exemple, si on prend un seul exemple, des oligarques russes qui, quand les Américains qui tenaient McDonald's ont plié bagages en représailles à la guerre en Ukraine, les oligarques russes les ont pas retenus. Ils ont dit « Ah, ciao, salut les amis ». Ils ont pris le relais en ouvrant une enseigne. Ils ont changé juste le nom. Ils ont ouvert l'enseigne en respectant les mêmes codes, qui sont des codes universaux. Cette exigence, cette culture de l'excellence qui, hélas, encore aujourd'hui, nous faut cruellement défaut dans un certain nombre de domaines, à commencer par les domaines du service, la restauration, l'hôtellerie. Il faut être hypocrite ou aveugle, je le répète, pour ne pas constater à quel point sur ces terrains-là, nous avons des longueurs de retard. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rattraper ce retard, mais encore faut-il accepter d'en prendre conscience, accepter de regarder la vérité en face. Quand on va dans nos restaurants, quand on va dans nos hôtels, ce n'est pas encore aux standings internationaux, dignes de ce nom, 5 étoiles, 3 étoiles minimum. Non. Pourquoi? Parce que nos entrepreneurs, pour le moment, ils veulent uniquement faire de l'argent. Et non, ils ne sont pas passionnés. Or, quand on n'est pas passionné, on n'a pas le sens du détail. En clair, on n'a pas le goût du raffinement. On n'est pas jusqu'au boutiste. On se contente, dès lors que l'argent rentre, d'être en roue libre, de se tourner les pouces, et on se dit... Et on ne pense même pas à réinvestir, à rénover et à investir dans la communication, dans comment on appelle, le marketing et j'en passe, de la décoration d'intérieur notamment. D'autres l'ont déjà évoqué, cette problématique. Ils ont mis sur la table, je pense à Claudel Nobissi au Cameroun. Pourquoi on n'arrivait pas à faire un travail qui est fin? Le problème, ce n'est pas l'argent. On a l'argent pour payer. Mais on n'a pas la qualité de finition qui correspondent à l'argent qu'on paye. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête avec la bêtise. Il faut qu'on arrête avec la médiocrité. Je pense à Philippe Simot qui a évoqué le secret de la réussite des Libanais en Côte d'Ivoire en expliquant que c'est parce qu'ils livraient justement des enseignes avec un souci d'excellence. Quand vous arrivez dans des boutiques libanaises, dans des magasins libanais, dans des restaurants libanais, waouh! Ils travaillent l'esthétique. Que vous soyez à Dakar, à Abidjan, à Douala, à Yaoundé, parmi les plus beaux restaurants de la ville, il y a des restaurants libanais. Toujours, toujours, toujours. Tout ce que les Libanais touchent en général, ils accordent beaucoup d'importance à l'apparence extérieure dans le business. Chose que beaucoup d'Africains négligent. Et je ne parle même pas de nos salons de coiffure.
On m'a toujours appris à ne pas tirer sur une ambulance. Donc je ne dirai rien sur notre salon de coiffure, même si nous savons très bien ce qu'il en est. Hélas. Donc aujourd'hui, le racisme 2.0 que nous subissons dans une grande majorité, c'est essentiellement un racisme de comportement. Et pas uniquement de la couleur de la peau, ce n'est pas vrai. À l'heure où beaucoup d'infos font briller les yeux de l'humanité dans tous les domaines et qui sont connus, de LeBron James à Beyoncé, à Rihanna, à Barack Obama, et j'en passe, c'est plus la couleur de la peau qui suscite le rejet. Non, c'est une certaine forme de comportement que certains d'entre nous, faute d'éducation, je dis bien, eh bien, hélas, nous n'adoptons pas. On est dans certains endroits, on fait du bruit comme c'est pas possible. On fait preuve d'une certaine impulsivité. En clair, on ne respecte pas un certain nombre de codes. Je ne dis pas que nous sommes les seuls où nous avons le monopole de ce manque de respect. Par exemple, la communauté chinoise, la diaspora chinoise était connue aussi pour son non-respect du savoir-vivre. Eh bien, le gouvernement chinois, plutôt que d'accuser les autres d'être racistes, ils ont écrit des textes, ils ont rééduqué la population. Et aujourd'hui, eh bien, on n'entend plus trop les gens se plaindre aux quatre coins du monde du mauvais comportement des touristes chinois. Donc, ce n'était pas une honte. Mais encore faut-il accepter de regarder cette vérité en face, que nos intellectuels, qui doivent pourtant apporter cette lumière, se refusent de pointer du doigt. Pourquoi ? Alors, par peur du bad buzz, ou par goût du populisme, ils veulent être encensés, ils ont peur, voilà, qu'on leur dise, mais sale traître, sale bounty. Parce qu'il y a aussi cette accusation qui est jamais très loin, hein, qu'on décoche dès lors qu'on veut essayer d'inciter les nôtres à l'excellence, j'en sais quelque chose. Hein. Bon. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'une nouvelle génération d'afro est prête à entendre cette vérité. À savoir que la vérité blesse pour mieux guérir. À savoir qu'il est temps de se mettre au niveau de l'excellence, de façon ensuite à ce que celles et ceux de l'ancienne génération, parmi les autres communautés qui sont encore accrochés au racisme de couleur de peau et qui, à ce titre, ne veulent pas de nous dans telle ou telle enseigne, eh bien qu'ils aillent mourir avec leurs restaurants, qu'ils aillent mourir avec leurs hôtels et que nous ouvrons nos propres enseignes. C'est-à-dire que nous arrêtions, comme disait Louis Farrakhan, de mendier toujours l'aide des autres. Man, that was long time ago. And the cry was jobs and justice. In the March on Washington in 1963, the cry was jobs and justice. In the 20-year anniversary of the March on Washington, the cry was jobs and justice. We are now in 2010. And what is the cry? Jobs and justice. Well, wait a minute. How long are you going to sit around begging white people to do for us what we have the power to do for ourselves? Parce que nous, aujourd'hui, nous avons le pouvoir de construire nous-mêmes nos propres restaurants, nos propres hôtels. Mais encore faut-il nous accrocher au goût de l'excellence, au sens du détail, au souci de l'organisation. Ça passe par une méthode, par une éducation. Ça ne tombera pas du ciel. Mais le tout, c'est d'abord de se libérer une bonne fois pour toutes de cette morale du ressentiment, qui n'est rien d'autre que la morale de l'impuissance. Quand quelqu'un ne veut pas nous donner du poisson, ça ne sert à rien de l'accuser d'être radin, de vouloir nous affamer. On peut aussi nous apprendre à pêcher. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc, mes chers collègues intellectuels, ne soyez plus les intellectuels de la lâcheté. Il est temps que nous devenions tous des intellectuels du courage, c'est-à-dire des intellectuels de l'autocritique constructive. Critiquer et proposer. Pas simplement critiquer. Là, ça apparenterait plutôt à de l'autoflagellation. Critiquer et proposer. Noblesse oblige.